Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai grand plaisir que je retrouve encore ce vendredi 10 juin 2016 sur les antennes de LCF et City FM pour notre émission Talk Talk. Nous sommes au dernier rendez-vous de la semaine et comme d'habitude nous aurons deux invités confrères ici pour d'abord décrypter l'actualité de ces dernières heures au Togo et dans la deuxième partie nous aurons un invité. Les confrères sont déjà là, bonjour Sylvain Vidjarakou. Bonjour Edem, bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs de City FM. Sylvain Vidjarakou est le patron du site d'information afriquereports.com. Notre second confrère pour nous, Tchanyao Arimiyao. Bonjour mon frère. Bonjour Junior et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je profite de votre plateau pour souhaiter bonne continuité de carême à tous les musulmans et bonne Juma à tous. Alors, Tchanyao Arimiyao est le patron du journal La Nouvelle Opinion. Dans la deuxième partie, nous aurons un économiste, il a pour nom Thomas Kokukumu. Il est le patron de Veille économique avec lui on va parler de l'endettement du Togo. Avant toute chose, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi 10 juin 2016, nous démarrons par le quotidien privé Liberté. Liberté qui titre donc à sa une ce vendredi, je peux le lire rapidement, situation politique au Togo. L'ANC adhère pleinement à l'analyse de la conférence épiscopale. Nous retrouvons dans cette lettre pastorale l'ensemble des justes causes pour lesquelles les populations togolaises luttent sans répit. Les membres de la HAC ont pris fonction. Et puis promotion du monde agricole, des prix des denrées toujours chers malgré le PNIASA. Entretien dont Stache parle de Mélété, son deuxième album. Nous avons dans les kiosques aussi ce matin l'alternative. L'alternative qui titre Fogna Singé multiplie les voyages dispendieux mais abandonne les hôpitaux dans un état piteux. Bénin, finances publiques, Talon fait auditer la gestion Yahi et découvre un trou de 450 milliards de francs CFA. Les comptables publics sous l'ancien régime bientôt devant les juges. 50e anniversaire, Fogna Singbe, bout de la grande réception organisée par Ingrid Awade à la place des fêtes de la présidence. Troisième journal de l'école ce matin, c'est le Canard indépendant d'Augustin Améga. Le Canard indépendant qui titre Situation morose au Togo. Yam Yam lance une pétition contre le régime de Fort. Licenciement des 8 agents de la préfecture du Golfe. Kofi Melebou s'explique. Descente dans les labyrinthes du Solabi frelaté. Mort de Stephen Keshi, le Togo pleure un grand homme. Dans les cœurs ce matin également, c'est un journal sorti hier mais qui est tout disponible. Je parle du flambeau du confrère Loïc Lanson. Flambeau des démocrates, donc titre en ce jour. Après son périple chinois, Fort en Allemagne. Mobilisation autour des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le CAP 2015 envoie un signal fort. Le débat sur la décentralisation met anniversaire du chef de l'État. La CFU fait d'une pierre deux coups. Dans les kiosques, depuis hier, toujours disponible, nous avons le changement. Le changement du confrère Amou Amouzouvi, qui donc titre la une du changement rapidement. Quelques secondes. Le changement qui titre récupération par le garage central administratif des véhicules des projets arrivés à terme. À ce jour, plus de 13 motos et 140 véhicules récupérés, dont une Prado vendue à 50 000 francs CFA par l'ex-président du conseil d'administration du projet Agaïb. Radiation pour faux diplôme de 8 agents de la préfecture, par le préfet Melebou, règlement de compte ou sincère volonté d'assainir l'administration publique entre le préfet et le ministre qui a compétence à radier. Application des réformes préconisées par l'APG, le CAP 2015 en appel à John Dramani et Alassane Ouattara. Dans les kiosques encore, nous avons le libéral du confrère Fabrice Pétizi, le libéral qui écrit Fogna Singbe en Allemagne, la signature d'un accord de coopération entre le Togo et la République fédérale d'Allemagne en vue. Le Togo pleure Stephen Keshi. Dr Kodom M Afrique a préparé aux travaux à Nairobi. C'est l'opération des commissions de Descospas UA. Toujours dans les kiosques ce matin, voilà le vainqueur. Intensification des relations diplomatiques entre le Togo et la République fédérale d'Allemagne. Fogna Singbe à Berlin depuis hier. La célébration du 50e anniversaire du président Faure, la NJSPF dans les prières
et l'assistance aux musulmans, aux jeunes. Et puis, dernier journal avec nous ce matin, c'est le perroquet de Germain Ayivi. Voyage de Fogne Singbe en Allemagne, encore une randonnée qui ne rapportera rien aux Togolais. Marche programmée suite à l'érection d'Agoué en préfecture, les chefs traditionnels nient de la honte et de la caution pour la dictature héréditaire au Togo. Détention de faux diplômes et radiation de 8 faussaires à la préfecture du Golfe. Le préfet Kofi Melebou et Kossi Aboka à couteau tiré. C'est tout pour les journaux ce matin. Retour en studio avec nos confrères. D'abord, voici le jingle. Retour en studio avec nos confrères. Je rappelle, nous avons sur ce plateau Sylvain Villaracourt de afriquereport.com et Tchagnon Arimiao de Nouvelle Opinion. Rebonjour, chers confrères. Bonjour. Nous allons démarrer par le tout premier sujet. Nous allons parler de la lettre réponse du chef de file de l'opposition à la conférence des évêques du Togo. Dans une lettre adressée à la conférence des évêques du Togo le 3 juin dernier, le chef de file de l'opposition, se faisant le porte-parole de ses compatriotes, a remercié très sincèrement les évêques pour cet important exercice d'éveil de conscience. Il retrouve dans la lettre pastorale l'ensemble des justes causes pour lesquelles les Togolais luttent sans répit et au péril de leur vie face à un régime préoccupé par son maintien en place. Jean-Pierre Fabre dit adhérer pleinement aux analyses des évêques. C'est juste un petit extrait, je vous le précise. Et quelle appréciation faites-vous d'abord de la démarche du chef de file de l'opposition, Sylvain Villaracourt? Non, premièrement, je dois dire que de la même manière où j'ai salué la lettre dite pastorale des évêques du Togo, je salue la lettre de Jean-Pierre Fabre parce que c'est une lettre assez profonde. C'est une lettre, premièrement, si nous prenons la lettre sur le plan de la forme, c'est une lettre très soutenue. C'est dans un français très soutenu. J'apprécie vraiment le niveau de la lettre. Et maintenant, pour le fond, c'est une lettre qui rassemble effectivement, qui fait premièrement un résumé de la lettre pastorale et qui ensuite montre effectivement que Jean-Pierre Fabre a pris ce manteau-là de chef de file de l'opposition. Donc, ensuite, maintenant, les revendications que le chef de file de l'opposition, que Jean-Pierre Fabre donc, a faites dans cette lettre, je pense que ces revendications-là ramassent encore globalement tout ce que le peuple togolais pense de cette lettre. En tout cas, nous autres, à notre niveau, nous avons promené notre micro, nous avons interrogé des gens qui ont effectivement trouvé que cette lettre répondait à tout ce qu'ils voulaient dire aux évêques par rapport à ce qu'ils ont écrit. Maintenant, peut-être en dernier lieu, là où il s'est adressé encore à tous les chrétiens en demandant un jeûne de 3 jours. Je trouve que il a plutôt, comment devrais-je le dire, il a plutôt sectarisé la lettre en ne s'adressant pas à toute la communauté ou à toutes les communautés religieuses, mais en ne s'adressant qu'aux chrétiens. Moi, c'est ce que je déplore un peu parce que il aurait pu s'adresser. C'est vrai que la lettre pastorale s'adressait à tout le peuple togolais. Oui, à tout le peuple togolais, mais primo aux chrétiens quand même. Mais je pense que les évêques, en tant qu'évêques, en tant que pasteurs, s'adressaient à tous les Togolais. Donc Jean-Pierre Fabre aussi aurait pu s'adresser à tous les Togolais, demander un jeûne ou au moins une action religieuse ou une action de foi à tout le peuple togolais, aux vaudouistes, aux musulmans qui sont en carême actuellement, aux chrétiens, aux bouddhistes, à tous ceux qui adorent Dieu d'une manière ou d'une autre dans notre pays. Donc c'est tout ce que je déplore dans la lettre. Sinon, je pense que Jean-Pierre Fabre a fait un bon boulot. Il a sans doute eu de très bonnes notes en rédaction quand il était au collège. Le chef de file de l'opposition suggère en soutien aux actions des évêques visant l'apaisement et la réconciliation nationale tous les Togolais à observer 3 jours de jeûne de prière, Sylvain le disait, les 16, 17 et 18 juin 2016 pour remettre dans une communion nationale et solennelle de prière notre cher pays le Togo entre les mains de Dieu Tout-Puissant, le très miséricordieux, afin qu'il aide le peuple togolais. Je vais citer les 3 points. 1. À rompre avec le règne de la violence et de la terreur, de l'injustice et de l'arbitraire, de la fraude électorale, du mensonge et de la falsification, de la corruption et de la gabégie, des détournements et du pillage systématique des ressources nationales, du tribalisme et du népotisme. 2. À obtenir le respect de tous les engagements pris en termes de réforme politique et électorale, de mise en œuvre du processus de décentralisation et d'organisation des élections locales sur une base consensuelle. 3. À engager un nouveau départ avec une alternance politique pacifique et une nouvelle gouvernance inspirée de la crainte de Dieu, le protecteur constitutionnel du peuple togolais. Arimillon. D'abord, avant que je n'en vienne à cette lettre, je voudrais faire une mise au point pour dire que je commence par sentir que Jean-Pierre Fabre, avec son titre de chef de file de l'opposition, n'arrive pas à dimensionner ce titre-là. Vous savez,
Au Togo, il y a Faure Gnassingbé qui a été élu, qui est président de la République. Et comme tel, Faure Gnassingbé peut parler au nom du peuple togolais. Parce que régulièrement, quand Jean-Pierre Fabre veut parler, il dit être en train de transmettre les volontés de tout un peuple. Chef de file de l'opposition n'est pas président d'une république. Parce que dans ce pays, nous sommes environ 6 000 et quelques. 6 millions 6 millions et quelques Oui. Togolais. Et nous sommes écrasés dans plusieurs formations politiques. Et c'est l'ensemble de ceux qui composent le monde de l'opposition qui a trouvé par l'exercice d'une élection Jean-Pierre Fabre qui se retrouve à leur tête. Et c'est au nom de ses fidèles ou de ses militants qu'en réalité, quand Jean-Pierre Fabre veut prendre des positions, il doit parler. Faut-il encore qu'il arrive à avoir l'unanimité autour de toute la classe politique de l'opposition, qu'elle lui concède de parler en son nom quand il s'agit de prendre des positions. Mais ça, c'est une remarque. Et les chefs d'institution? Non, cette institution ne lui donne pas le cutus de parler au nom du peuple togolais. Vous allez voir que quand Jean-Pierre Fabre appelle des Togolais à manifester, ce ne sont pas tout le monde qui y va. Chacun respecte le credo de sa formation politique. Il y a dans ce pays, nous avons vu, avant même que Jean-Pierre Fabre soit chef de file de l'opposition, il a appelé à des marches et au nom des Togolais et d'autres Togolais qui ne se sentent pas concernés par sa marche, ont marché aussi, contrairement à ce que lui veut. Donc c'est par rapport à ça que je situe qu'on ne confonde pas que quand on est chef de file de l'opposition, donc on est président de la République, on peut tenir un discours au peuple togolais pour dire que bon, c'est moi. Non. Maintenant, par rapport à sa lettre. En tant que leader politique aussi, on peut adresser un discours au peuple togolais, puisque... On ne peut pas prendre... Oui, mais on ne peut pas prendre des positions au nom du peuple quand on n'a pas l'assurance d'avoir tout son quitus. C'est la précision que je fais. Maintenant, revenons sur sa lettre. Je ne vais pas m'attarder sur cette lettre parce que quand les évêques ont écrit au peuple togolais, nous savons que tous les Togolais savent qu'ils sont l'émanation de Dieu. Et comme tel, j'ai aimé que Sylvestre recadre les choses en disant qu'on aurait pu éclater la lettre là à appeler tous les Togolais de toutes les congrégations religieuses pour leur dire prions. Bon, maintenant, quand Fabre demande le contenu qu'il demande d'aller prier pour que on aille aux réformes, d'aller prier pour qu'un pouvoir, entre griffes dictatorial, puisse s'en aller, d'aller prier pour que les Togolais aient un autre système de gouvernance qui est basé sur la crainte de Dieu. Je dis que Fabre n'a pas vraiment choisi le bon chemin qu'il faille. Parce que tous les Togolais sont des croyants. Au moment où toi tu pries, qu'on te satisfasse dans ce que toi tu désires, d'autres ont aussi des desiderata et prient le même Dieu. Ça, c'est une remarque. Maintenant, je trouve que Fabre est en train de déplacer les idées qu'on lui connaissait avant. Nous sommes là tout récemment quand Fabre a dit qu'il va avoir les réformes. Et ces réformes pour lui se trouvent au bout des marches. Il a essayé une première marche. Et quand on est au bouchon, au niveau de la plage, on a interpellé les présidents français, l'Allemagne, les États-Unis, pour qu'on vienne intercéder à ce que le Togo aille opérer des réformes. La seconde marche est arrivée. Finalement, on interpelle le chef d'État ghanéen, le chef d'État ivoirien, et c'est dans une inconstance totale qu'on revient aujourd'hui interpeller les prêtres et les évêques pour dire allons prier. Moi je crois que avant que les gens en arrivent à ce point, on aurait pu faire économie de traîner les Togolais dans la rue quand on sait qu'il y a des méthodes comme aller prier, comme interpeller les chefs d'État ghanéens et ivoiriens qui étaient là effectivement à la veille du scrutin de 2015 pour dire aux Togolais allez aux élections, après ça nous allons trouver un créneau pour vous donner vos réformes. Maintenant on a fait marcher des gens et on sait que au bout de ces marches-là, il n'y aura pas ce qu'on veut. Alors qu'on aurait pu commencer par aller à la négociation. Je voudrais dire ici que quel est ce grand conflit au plan mondial? Quelle est cette bataille
Quelle est cette différence-là, cette incompréhension au monde ici qui ne finit pas autour d'une table de dialogue? Je crois que les politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit de ceux-là qui ont la charge du pays aujourd'hui, ils savent qu'en toute nation, quand on veut évoluer, quand on veut pacifier tout, c'est autour d'une table de dialogue. Et je crois qu'il faut explorer ces pistes-là pour nous donner la réforme que nous voulons, puisque la réforme n'est pas l'émanation d'un parti, exclusivement. Je reviens vers vous. Si Sylvain parle aussi, Sylvain Mijalo, rapidement pour réagir au propos de je suis sincèrement opposé à ce qu'il dit. Je ne suis pas le porte-parole de l'ANC, encore moins celui de Jean-Pierre Fabre, mais je suis conscient du fait que dans un régime tel que le Togo, dans un pays tel que celui dans lequel nous sommes et celui que nous avons dignement en héritage, le Togo, le seul moyen aujourd'hui pour pouvoir faire pression sur ce gouvernement, c'est de marcher. Le dialogue sera la fin du processus. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez dialoguer, que vous allez au dialogue, nous avons vu Togo Télécom 1 et 2 ici, s'écraser. Vous allez au dialogue et que le dialogue n'est pas sincère parce que le camp A, tout comme le camp B, ne veut pas vraiment dialoguer, vous avez quoi d'autre à faire que de marcher? Vous allez marcher et mettre un peu de pression sur le gouvernement va vous entendre. Vous voyez, Jean-Pierre Fabre ne sait pas, n'a pas interpellé les évêques. Les évêques ont interpellé toute la classe politique togolaise. Et Jean-Pierre Fabre a répondu. Tout comme j'attends aussi la réaction du chef de l'État, Faure Gnassingbé. J'attends, moi, en tant que citoyen togolais, j'attends sa réaction. Il doit réagir à des gens qui ne sont pas moins que rien dans ce pays, mais à des gens qui sont des leaders, des gens qui dirigent tout un réseau religieux dans ce pays, les évêques. Donc, Faure Gnassingbé, en tant que chef d'État, et moi, citoyen togolais, j'attends de lui une réaction. Et je n'attends pas une réaction que de lui seul ou de Fabre, mais de toute la classe politique. Parce qu'ils ont le devoir de réaction par rapport à cette lettre. Et Jean-Pierre Fabre, je ne pense pas qu'il ne peut pas s'adresser au nom du peuple togolais. Oui, constitutionnellement parlant, sur le plan donc de la loi qui chapeaute toutes les autres lois, je suis d'accord que Jean-Pierre Fabre ne peut pas intervenir au nom du peuple togolais. Et ça, c'est la Constitution. Mais dans la pratique, Jean-Pierre Fabre, c'est quand même au moins 30% de Togolais. Alors, il a un poids. 35 pour être précis. Oui, donc 35%, il a un poids. Moi, j'ai vu Hillary Clinton interpeller toute la population américaine. J'ai vu des opposants de certains grands pays interpeller toute la population de leur pays. Ça s'est passé. Parce que dans la pratique, c'est tout autre chose. Dans la pratique, effectivement, il y a même des lois qu'on voit que les avocats ou les juges même bifurquent dans la pratique. Parce que dans la pratique, les choses peuvent être différentes. Donc, dans la pratique, Jean-Pierre Fabre peut s'adresser à tout ce peuple togolais. Agbomé, pas plus qu'un an, s'est adressé à tout le peuple togolais sur une radio. J'ai fait un discours. Parce que c'est un opposant et parce que c'est un homme politique qui s'adresse à tout le pays, s'adresse à tout le monde. Alors, il peut appeler le peuple togolais. Je suis d'accord que constitutionnellement, la seule personne qui puisse parler au nom du peuple togolais, c'est le chef de l'État. Mais encore faudrait-il que lui aussi, il ait la légitimité totale. Parce que dans la pratique, Faure Gnassingbé, c'est seulement 60%. Et ça encore, c'est une élection contestée, ultra contestée, je dis bien. Dans les 60%, c'est ultra contesté. Donc ça veut dire que si on doit situer les choses dans la réalité et nous baser aller plutôt dans la pratique des choses, personne, en fin de compte, ne serait apte à s'adresser au nom du peuple, à s'adresser au peuple togolais ou à parler au nom du peuple togolais. Donc, je ne pense pas que Jean-Pierre Fabre ait ce genre de problème. En ce qui concerne le côté dimensionnement du titre de chef de file de l'opposition, oui, ça peut arriver. Tout le monde commet des erreurs. Oui, Jean-Pierre Fabre, parfois, peut dépasser légèrement son titre de chef de file de l'opposition. Après, tu sais quoi, chef de file de l'opposition? C'est juste celui qui a eu la plus grande voix parmi les partis de l'opposition. Et le chef de l'État, c'est l'autre qui est en face, qui a été élu. Mais je pense quand même que les deux sont très bien placés pour être de bons interlocuteurs. Et on ne doit pas soutirer à qui que ce soit ce titre-là. Alors, Rémi, on va évoluer. On a vu les catholiques ont réagi, mais les autres confessions religieuses gardent toujours le silence. Surtout les musulmans, vous êtes musulmans, vous autres par exemple. Pourquoi vous n'interpellez pas l'Union musulmane du Togo pour réagir aussi? Ou bien les musulmans, la vie politique ne les intéresse pas? Non, ce n'est pas que la vie politique n'intéresse pas la communauté musulmane du Togo. Mais sachez que la communauté musulmane du Togo fait partie aussi de la population togolaise. Et qu'elle s'intéresse effectivement à la vie politique de son pays. Elle ne prend jamais position? Non, ce n'est pas une question de prendre des positions forcément qui intéressent. Regardez un peu, il y a au moins 2 ou 3 mois, la communauté musulmane togolaise s'offre le réel plaisir de se lancer dans un combat qui gangrène le monde tout entier. Vous savez, il y a à côté de nous au Nigeria Boko Haram. La communauté musulmane a commencé par sensibiliser les Togolais. C'est aussi un apport. Ce n'est pas forcément lorsqu'on va prendre des positions politiques ou qu'on donne des orientations qui
dit que les gens sont intéressés par ce qui se passe dans leur pays. La communauté musulmane, la dernière fois, il y avait un forum à l'Agora Senghor où c'était pour appeler les chrétiens et tous les Togolais à essayer de comprendre les vertus de la paix dans une nation. Et comme nous sommes au Togo, il y avait même Monseigneur Bariga qui était présent le jour-là, où on a expliqué les préceptes de l'islam, on a expliqué aux gens tout ce qui se fait aujourd'hui dans le monde et comporte le boubou là, tout blanc aux musulmans. On a expliqué aux gens que forcément, ce ne sont pas des musulmans. Ça, c'est un problème universel. Universel. Et donc, je parle du Togo. Mais écoute, je disais que la communauté musulmane aussi apporte sa partition. Ce n'est pas forcément quand on va aller sauter sur l'orientation qu'on veut donner aux réformes qu'on dit qu'on contribue à la vie de sa nation. Peut-être que ça viendra tard, peut-être, mais jamais. Puisque les musulmans ne sont pas les seuls qui n'ont pas réagi sur cette question. Il y a d'autres congrégations religieuses que nous attendons. Et je me dis que peut-être au niveau de la communauté musulmane, il s'agit d'abord de faire en sorte que le pays connaisse davantage la paix et que les musulmans soient mis à l'abri et les Togolais aussi à l'abri de tout ce que nous connaissons dans le monde entier. Voilà, avant qu'on en parle de ce qui reste. Mais j'avais quelque chose que je voulais dire. Je voulais recadrer un peu. Rapidement. Oui, rapidement, parce que je n'ai pas dit que tout Togolais ne peut pas s'adresser au peuple togolais. Mais j'ai dit que je ne peux pas avoir des désirs et dire que ces désirs-là sont ceux de tous les Togolais. Je ne peux pas. C'est comme aujourd'hui, je m'en vais signer un accord. J'ai dit que c'est au nom du Togo. Non. Et c'est ce que l'autre a tendance de faire que je dis qu'il ne faille pas faire. Ok, c'est noté. Oui, je voulais rapidement dire que la communauté musulmane, la Oumna, donc ne peut pas s'adresser. En fait, je pense que ça serait très difficile à cette communauté d'écrire ce genre de lettres. La communauté musulmane. Oui, que les évêques, la lettre que les évêques ont écrite, parce que les évêques, eux, voyez, ils ne peuvent pas devenir ministres ou présidents un jour. Soit tu démissionnes, tu laisses carrément tomber ta mitre et tout, et tu deviens politicien. Mais la communauté musulmane, vous voyez, actuellement, est dirigée par soit des anciens ministres, des anciens hauts fonctionnaires de ce gouvernement. Alors, s'adresser encore à ce gouvernement, écrire ce genre de lettre qui, sincèrement, je ne dis pas que c'est une lettre d'opposition, mais c'est quand même une lettre assez véridique de la situation togolaise. Adresser ce genre de lettre-là, venant de la communauté musulmane, ça sera très difficile. Je n'ai rien contre mes frères musulmans, je récite facilement la shahada et tout ça, avec mes amis musulmans, le basmala, tout. Mais je suis sincère en disant que je ne pense pas que la communauté musulmane puisse écrire ce genre de lettres. Non. On va évoluer. Le bi-hebdomadaire togolais indépendant, Le Correcteur, publiait dans son édition du 2 juin dernier, en manchette confidentielle, recettes douanières en chute libre. Le remboursement du crédit de Sim Togo et de la brasserie, la fumée qui cache les réalités. Le dédonnement des véhicules, la source des plus grosses pertes de l'État. Selon le journal, avant le dédonnement des véhicules coûtait en moyenne 375 000 francs CFA et 800 000 francs CFA pour les gros porteurs communément appelés les titans. Mais avec l'OTR, cela est passé à 700 000 pour les véhicules et 4 millions pour les gros porteurs, les fameux titans. Conséquence, les opérateurs économiques fuient le Togo pour les pays voisins, et ce qui agit sérieusement sur les recettes douanières. Commentaire, Tchaniao? Je n'ai pas vraiment enquêté sur ce sujet, mais je sais que depuis un certain temps, le gouvernement a pris des dispositions qui refusent que notre port soit une poubelle. Excusez-moi l'expression, parce que par le passé, c'est au Togo qu'on acceptait qu'on débarque les véhicules vieux de 20 ans, 25 ans, 15 ans. Et donc, par rapport à ça, le dédouanement était beaucoup plus aisé. Mais depuis qu'on a demandé que sur le sol togolais, ne peuvent être débarquées que des voitures en bon état, qui ont quand même un certain âge acceptable, les frais de dédouanement ont un peu augmenté. Et avec aussi le système de dédouanement qui est mis sur pied au pays, et les gens peuvent commenter, parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand vous allez au COTEC, on vous donne la valeur exacte. En fonction de l'âge et de la provenance de votre voiture, on vous donne la valeur de cette voiture-là. Alors que un paradoxe. Non, excusez que j'aille au bout de mes idées avant que vous me donnez le paradoxe là. Okay. Par le passé, je peux aller voir un douanier
et une voiture que je dois dédouaner, par exemple, une grosse cylindrée que je dois dédouaner, par exemple, à 10 millions, je lui file 2 millions, et puis j'ai ma voiture. Mais aujourd'hui, il y a un contrôle que les gens n'arrivent pas à échapper. Donc tout ça là crée peut-être une difficulté, ça donne une difficulté aux exploitateurs et aux acheteurs de voitures. Et quand on dit que les gens vont dédouaner les voitures dans d'autres pays, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus, mais je sais que quand vous allez dans d'autres pays voisins, les voitures coûtent beaucoup plus cher qu'au Togo. Même jusqu'à ce jour, certains aiment quitter leur pays, quand bien même ils ont des ports, pour venir acheter des voitures à Lomé, parce que le tout leur reviendra moins cher. Je ne vais pas faire trop d'ouverture sur ce problème, mais je crois que c'est le fait qu'on ait limité l'âge des voitures qu'on débarque au Togo qui crée ce problème-là. Mais le paradoxe dont je vous parlais, c'est que le Togo impose chèrement les voitures neuves aux voitures, donc les vieux véhicules dont tu parlais là, tu vois. Parce qu'au Ghana, par exemple, quand une voiture elle est neuve, les frais de douane sont moindres. Mais au Togo, c'est le contraire. Quand la voiture elle est neuve, vous payez cher la douane. Et quand c'est une vieille voiture, vous payez moins cher. Alors que la politique, c'est d'empêcher les vieilles voitures en circulation qui polluent souvent l'environnement. C'est le paradoxe dont je parlais. Oui, si tel est prouvé, parce que je suis pas dans le domaine des voitures. C'est prouvé. Mais lorsque une voiture de 2014, c'est cher pour que de prendre une voiture de 2014. Je crois qu'on est en train d'en arriver à la correction du problème qui existe. Parce que avant, quand quelqu'un prend une pourriture, il dédouane la pourriture au prix de pourriture, et que quand quelqu'un prend une voiture beaucoup plus acceptable, parce qu'à l'état où on prend la voiture, on dit que l'état est propre, l'année est récente, ça coûtait beaucoup plus cher. Oui. Peut-être que ça continue aujourd'hui, et je crois que lorsque la politique change, il faut aussi que conséquemment les accompagnants changent également. Donc il faut que Cotec ou bien la douane essaie de revoir pour adapter ce rythme-là qu'on connaît dans les pays voisins pour que tous les Togolais soient des amoureux d'achat de voitures état neuf. Alors, selon toujours le confrère que le correcteur, des Togolais préfèrent immatriculer maintenant leur véhicule au Burkina Faso, par exemple. Le Titan se dédouane à 700 000 francs CFA au lieu de 4 millions au Togo. Une fois arrivé au Togo, des camions remorques paient un laissez-passer de 6 000 francs CFA et le tour est joué. Au final, c'est l'État qui perd par sa goutonnerie. La situation est la même avec les motos dont l'immatriculation se paie à 11 000 francs CFA au Ghana, à 6 500 francs au Bénin, contre 54 000 francs CFA au Togo. Vous voyez la différence, Sylvain? Oui, il y en a même avec les petits véhicules. Il y a les gens qui achètent ça au Bénin ou bien au Ghana et maintenant ils amènent ça au Togo. Des Togolais, quand la patrouille les prend les nuits, en se disant que c'est peut-être des gens d'un autre pays, ils présentent le cas international. Donc c'est des Togolais. Oui, en janvier dernier déjà, lorsque l'OTR a augmenté les frais pour les contrôleurs douaniers qui sont dans l'informel, quand l'OTR a augmenté leur caution, ce qu'ils devraient payer pour pouvoir prendre ce titre-là, il y avait eu déjà eu une grève. Et à l'époque, le dédouanement des véhicules avait vraiment baissé. Ça avait très baissé parce que les gens n'allaient plus dédouaner leurs véhicules. Aujourd'hui, que maintenant, ce sont les formels qui ont pris cela, après avoir payé les 25 millions à l'OTR, les formels ont récupéré ce marché. C'est très difficile. Parce que avant tout et après tout, au port, c'est une question de réseau, c'est une question de connaissance pour aller dédouaner sa voiture là-bas. Plus personne n'y va sans appeler sans appeler X ou Y. À chacun, avant d'y aller, passe un coup de fil pour aller dédouaner son véhicule. Donc, il appelle quelqu'un qui lui dit, bon, moi je ne suis plus là-bas, maintenant je fonctionne du côté du port du Bénin ou du port du Burkina Faso ou encore du Ghana. Et là, on passe par là, on le ramène ici. Donc forcément, ça a diminué, ça a baissé. Et ensuite, maintenant, ce dont nous parlons, les frais ont été considérablement augmentés. On peut vraiment pas passer de 375 000 francs, je crois, c'est les chiffres, à quelques millions en l'espace de quelques mois. Ce n'est pas possible. C'est très compliqué, surtout que nous savons que le pouvoir d'achat au Togo est très faible par rapport au pouvoir d'achat des autres pays, des pays qui nous entourent et dont les exemples venaient d'être donnés. Comment peut-on comprendre qu'à 11 500 on immatricule une moto au Burkina, alors que chez nous ici c'est à près de 60 000 pour une moto. Et oui, encore ça dépend de la moto, parce que quand on voit la moto et son moteur, on augmente ça. Et quand ça se passe comme ça, alors que nous savons que le Burkina, par rapport à sa loi des finances ou par rapport au pouvoir d'achat, nous dépasse considérablement, on ne peut pas comprendre ça. Et moi, sincèrement, je suis au courant de cette politique-là au Ghana où les voitures neuves sont dédouanées
bien moins que les voitures vieilles. Je suis au courant de cette politique-là, que moi je salue totalement. Parce qu'on devrait faire la même chose ici. Sur nos routes ici, vous verrez des véhicules qui sont vieux de plus de 20 ans. Des guimbardes. Oui, des guimbardes, c'est le mot à Djokpa. Oui, des guimbardes. Vous allez voir ces guimbardes-là, hein, faire échapper des fumées pas possibles sur nos voies. Et ces véhicules-là ont été dédouanés. Moins cher. Oui, très, très moins cher. Vous filez juste quelques billets et vous sortez votre véhicule. Et ça, ce n'est pas oui, ça, ce n'est pas un véhicule, ça. Ce n'est pas un véhicule, ça. Alors que quand vous amenez plutôt un véhicule de 5 ans ou de 2 ans. 2014, 2015, 2016, dernièrement, un ami a dédouané ça. Il a acheté son véhicule au total aux États-Unis autour de 6 millions. Il m'a dit que le tout lui revenait à 22 500 000. J'ai eu un autre cas. Quelqu'un qui a une voiture Toyota Land Cruiser V8 qui a acheté environ 14 millions. Il a donné à 9 millions. Oui, c'est trop cher. C'est pas possible. Ce que je voulais dire, ce que je voulais ajouter, c'est que avant de proposer, de copier ce qui se fait en bien chez nos voisins, il faut qu'on aille à fond et qu'on essaye de comprendre concrètement tout ce qui entoure le système. Nous avons parlé du Ghana. Malheureusement, nous n'avons pas eu, nous personnellement, le temps d'aller fouiller et de comprendre ce qui se fait. Vous savez, j'ai aimé quand vous avez dit que le pouvoir d'achat de nos voisins qui nous entourent est plus fort que celui des Togolais. Et donc, il ne faut pas seulement considérer les frais de dédouanement de la voiture neuve dont nous parlons, mais il faut voir combien en ces milieux-là, ces voitures-là peuvent coûter quand on s'en va les chercher au port. Parce que ici, c'est un tout. Parce que quand tu fais le calcul d'achat d'un véhicule, c'est le prix d'achat du véhicule lui-même, les frais de dédouanement jusqu'à la plaque que tu considères pour dire j'ai pris telle voiture à tel montant. Moi, je suis allé chez certains de nos voisins de l'Est. J'ai vu que la voiture coûte extrêmement plus cher là-bas qu'ici. C'est le cas du Burkina. Ça, je n'ai pas connaissance de ça. Mais je sais que les gens quittent la Côte d'Ivoire pour venir chercher des voitures ici. Les gens quittent la Côte d'Ivoire pour venir chercher les voitures ici. Alors que la Côte d'Ivoire a un port, malgré la cherté des frais de dédouanement, les gens quittent la Côte d'Ivoire pour venir. C'est pourquoi ils disent que c'est un système. On ne peut pas tout conclure ici. Voilà. On y reviendra peut-être lors d'une autre émission. Mesdames, Messieurs, Talk se poursuit. Tout à l'heure, on marquait une pause. Et derrière la pause, on va recevoir notre invité. Je vous rappelle que ce matin, nous recevons un économiste. Il a pour nom Thomas Koumou. Il est donc le président de Veille économique. Je vous rappelle également que Talk, il y a la possibilité de passer la publicité. Nous faisons appel à tous les acteurs économiques, les hommes d'affaires. Venez communiquer sur Talk. Venez sponsoriser l'émission pour que l'émission passe et que l'émission dure dans le temps. La pause est derrière l'invité. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Talk Talk. Talk Talk passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio ou en débat, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Avec notre invité, Koumou, bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes économiste, vous êtes président de l'association Veille économique. Oui, c'est ça. Avec vous, ce matin, on va parler endettement, parce que un nouveau rapport du FMI classe le Togo à la tête des pays les plus endettés dans l'espace UEMOA, avec 61% de dette par PIB et 63% en prévision pour 2017. Pendant ce temps, le Bénin, par exemple, est à 37,5% d'endettement, le Burkina Faso à 31%, la Côte d'Ivoire 34,7%, la Guinée 48,4%, le Mali 36,3%, le Niger 43,5%, le Sénégal 56,8%. Alors, comment expliquez-vous que le Togo soit largement en tête et dépasse ses voisins immédiats de l'UEMOA? Monsieur Thomas Koumou. Je vous remercie de me donner encore cette opportunité. Vous avez des bons chiffres. Je vous félicite. En fait, ce n'est pas un rapport du FMI. La dernière fois, le FMI a sorti un document qui parle des perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne, et ils ont intitulé « Un changement de cap s'impose ». Donc, ils ont constaté effectivement qu'il y a une problématique réelle dans tous ces pays. Ils sont au nombre de 45, y compris le Togo.
Et effectivement, lorsque vous lisez le rapport, il considère aussi que le rythme de progression de nos pays est trop lent par rapport à tous les chocs conjoncturels et structurels du monde, et qu'il faut absolument que les réformes structurelles se fassent à un rythme plus rapide pour que nos pays soient en phase avec l'évolution de l'économie mondiale. Alors, pour ce qui concerne l'endettement, c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, dans la zone UEMOA, en termes de ratio d'endettement, c'est-à-dire totalité de dette publique rapportée au PIB, à la richesse totale de notre pays, dans la zone UEMOA, effectivement, le Togo est le pays le plus endetté. Donc nous sommes en fin 2015 à 61,9 et les prévisions nous disent que nous serons à 63,1 à fin 2017. Alors, pourquoi est-ce que le Togo est plus endetté que les autres pays? Je crois que c'est une question de choix de gouvernance. Et puis, nous, en faisant l'analyse, en croisant ces données avec, par exemple, les données de la masse monétaire, où le Togo est aussi à un niveau très élevé, la quantité de la masse monétaire qui circule dans notre pays est beaucoup plus élevée que la Côte d'Ivoire, alors que le niveau de production de la Côte d'Ivoire est bien supérieur, je dirais même 10 fois supérieur à celui du Togo. Si nous faisons juste des comparaisons de PIB, la Côte d'Ivoire est à plus de 12 000 milliards de PIB, alors que le Togo se situe à 2 400 milliards. Ce qui fait que, normalement, la quantité de masse monétaire qui devrait circuler dans les deux pays, celui de la Côte d'Ivoire devrait être supérieur à celui du Togo. Oui. Et pourtant, c'est le contraire. Alors, il faut d'abord expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que la masse monétaire. La masse monétaire, c'est la quantité de monnaie qui circule dans une économie. C'est ça. Donc, ça se subdivise en plusieurs types de monnaies. Il y a les monnaies fiduciaires, les monnaies, plusieurs types d'agrégats monétaires, la monnaie fiduciaire, la monnaie papier, la monnaie métallique, que nous qualifions du M0 jusqu'au M4, en incluant bien évidemment les actifs financiers. C'est ça, tout ça qui fait partie de la masse monétaire. Donc, la détention de billets banque centrale qui est détenue dans notre zone par la BCAO et de billets banque secondaire qui est détenue par toute la surface financière des banques privées. Donc, c'est ça la quantité de masse monétaire. Et normalement, dans l'équilibre financier, il faut absolument que cette quantité de masse monétaire réponde à une certaine productivité. Et lorsque ce déséquilibre est avéré, vous verrez qu'il y aura tendance à l'évolution du taux d'inflation dans ce pays-là, ou en tout cas dans un... Alors, ce qu'il y a, c'est que les critères de convergence du pacte de stabilité de la zone UEMOA obligent l'ensemble de ces pays à respecter ces quantités de masse monétaire de manière à contenir dans une certaine marge le niveau de taux d'inflation, puisque le critère dit que le taux d'inflation doit être inférieur à 3%. D'accord ? Donc, nous sommes posé évidemment beaucoup de questions par rapport à cette évolution beaucoup plus élevée de notre endettement, de ratio d'endettement et de la masse monétaire. Et la conclusion que nous tirons pour l'instant, nous sommes en train de continuer nos évaluations, c'est qu'il y a un problème de détournement de fonds qui ne dit pas son nom. Un trafic Non, dans notre pays. Et ça dit que nous disons que l'ensemble de l'endettement qui est contracté n'est pas intégralement utilisé dans la production des infrastructures, qu'elles soient infrastructures routières ou infrastructures, je dirais, de production. De grands travaux. Voilà, construction d'usines, etc. Et en revanche, dans les autres pays, on constate que la quantité de l'endettement qui est levé est plus ou moins intégralement utilisée pour la construction des infrastructures routières. Ce qui veut dire que lorsque vous faites la comparaison des routes qui sont construites au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Togo, il y a un décalage entre les fonds qui sont utilisés pour construire 1 km de route au Togo et les mêmes fonds qui sont utilisés pour construire 1 km de route au Bénin, par exemple. Donc, et ça peut expliquer le fait que le Togo a une masse monétaire qui est très élevée et un endettement plus élevé que les autres, pour la simple raison que tous les investissements en infrastructure que nous opérons aujourd'hui au Togo, les chiffres sont gonflés. Les autres aussi le font. C'est-à-dire que le FMI, dans son rapport d'avril 2015, a constaté que l'ensemble des pays ont fait un choix de politique économique qui est indexé considérablement sur la réalisation d'infrastructures. Donc ce n'est pas uniquement le Togo.
Donc la Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse du Bénin, qu'il s'agisse du Mali, etc., ils ont fait un choix politique en creusant le déficit budgétaire pour construire des infrastructures, réaliser des infrastructures. Mais le contraste du Togo, par exemple, par rapport à Côte d'Ivoire, qui a 34% de dette, de ratio de dette à fin 2015, alors que le Togo est à 61,9, c'est là où nous disons qu'il y a un problème. Ça veut dire probablement que la Côte d'Ivoire, en levant son endettement, transforme intégralement cet endettement sans détournement de fonds dans la réalisation de ces infrastructures à partir du moment où le nombre de kilomètres de route qui a été construit, qui est prévu être construit sur les 3 prochaines années en Côte d'Ivoire, c'est quasiment 3600 kilomètres de route, alors qu'au Togo, ce n'est pas vraiment le cas. Le Togo, sur les 3-4 dernières années, je crois, a construit moins de 400 kilomètres de route. Il faut dire que nous sommes, pour devenir un pays moderne, le Togo doit construire environ 10 600 kilomètres de route sur toute l'étendue du territoire. Et aujourd'hui, nous sommes à moins de 1500 km. Donc, vous voyez la marge qui reste. Voilà, donc c'est ce qui explique peut-être le fait que le Togo, les facturations de ces infrastructures, la réalisation de ces infrastructures est beaucoup plus élevée, donc a demandé beaucoup plus d'endettement. Et aujourd'hui, effectivement, en termes de ratio, rapport dette publique PIB, nous sommes à un niveau plus élevé que les autres pays. Oui, et maintenant? Oui, bon, moi j'ai un problème par rapport à l'explication que mon frère a donnée. Lorsqu'il dit que le Togo, comme tous les autres pays, s'endette, les gens contractent des prêts pour faire des réalisations d'infrastructures et que au Togo, on ne met pas la totalité de ces fonds pour les infrastructures concernées. Alors, quand on contracte un prêt, c'est qu'on l'a contracté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour dire que, par exemple, si nous allons tous les deux, on contracte un prêt chez lui. Vous prenez 100 milliards, moi j'en prends 50. Ou j'en prends 70. Vous réalisez exactement ce pourquoi vous avez contracté ce prêt de 100 milliards. Et moi, les 50 milliards que je prends, je ne réalise pas la totalité. À la fin, au fil, lorsqu'on vient au compte, pourquoi est-ce que on peut conclure que je suis surendetté que vous? C'est ce que je n'ai pas compris. Je vais vous l'expliquer. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, voilà. Parce que vous levez un fonds. D'accord? Vous levez un fonds et vous voulez réaliser une infrastructure. Ça veut dire que vous transformez la liquidité en actif. En réalisation. Oui. Ce que nous appelons en économie en actif. Cet actif entre directement dans l'évaluation du PIB, de la richesse totale du pays. Nous sommes d'accord? Lorsque vous prenez donc 50 milliards et que vous n'utilisez que 25 milliards et que les autres 25 milliards font l'objet des détournements de fonds, eh bien votre PIB ne grimpera que de 25 milliards. Nous sommes d'accord? Ce qui veut dire que le pays qui a pris 50 milliards et qui a intégralement transformé cette liquidité dans la réalisation d'actifs, son niveau de PIB va être plus élevé, alors que vous, votre niveau de PIB est toujours faible. Donc si on fait le ratio dette publique rapportée à l'actif ou à la richesse nationale, vous serez dernier. D'accord. Oui, heureusement que j'ai les chiffres de M. Oubou devant moi. Je constate qu'au décès d'Yadema, on était à 97,4%. De l'endettement. Oui, de l'endettement. Donc pratiquement, on était endetté jusqu'au cou. Oui. Et 2009-73, ensuite, Ménafor Nyasingbe et sa gouvernance ont permis qu'on atteigne les 50. C'est l'initiative PPTE. Ok, l'initiative PPTE, ok. C'est la remise de la dette. Ok, parfait. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes à 63, c'est ça? Nous remontons. Ok, nous remontons et nous sommes à 61. Ah, ok, nous étions à 49, ensuite 51, 57, 61. Nous sommes à 61. Là, effectivement, on est en train de grimper dans notre dette. Voilà notre inquiétude, parce que lorsque vous voulez analyser ces données, il ne faut pas non plus s'arrêter sur l'analyse statique. Il faut absolument faire l'analyse dynamique. Donc, sur les 10 dernières années, lorsque nous sommes rentrés dans l'initiative PPTE, à partir de 2005, au décès du président, son excellent président Yadema, eh bien, nous étions déjà en situation d'insoutenabilité de la dette. Et donc de crise même de liquidité, en ce sens que nous n'arrivions plus à l'époque à payer le service de la dette. Et il y avait même déjà des arrivées de salaire dans la fonction publique.
Alors, à ce niveau-là, le président de la République actuelle, son Excellence Florent Sibé, s'est assis avec le FMI et a discuté avec le FMI. Et le FMI a fait comprendre qu'à partir du moment où les bilatéraux font partie intégrante de notre dette et détiennent jusqu'à un niveau record la dette de notre pays, ils ont négocié avec ces bilatéraux, notamment le Club de Paris et tout ce qui est comme pays occidentaux, qui ont accepté une remise de dette. C'est pour cela que nous sommes arrivés à 49% de dette totale par rapport à notre richesse nationale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, docteur craindre aujourd'hui le retour du Togo vers les PPTE à cette allure? Je l'ai déjà expliqué. C'est là mon inquiétude. Mon inquiétude, c'est que nous avons changé de structure d'endettement. La structure de notre endettement à l'époque n'est plus la même. Aujourd'hui, nous avons les commerciaux et les multilatéraux qui détiennent 93% de notre endettement. Alors, quand on parle de commerciaux, on fait allusion à tout ce qui est banque, Exim Bank de Chine, Exim Bank d'Inde. Quand on parle de multilatéraux, c'est également des banques. Il y a la BADEA, la BDC, la BOAD, etc. Tout notre endettement se trouve aujourd'hui dans les mains de ces deux structures, les multilatéraux et les commerciaux, 93%. Or, ces multilatéraux et ces commerciaux sont détenus par des actionnaires privés qui n'acceptent jamais de faire l'effacement de la dette. Ce qui veut dire que nous, si dangereusement, en se rapprochant du critère de convergence du mois qui est 70% du PIB, et je rappelle que ce 70% du PIB ne constitue pas un objectif à atteindre. C'est un pacte de stabilité qui ne doit pas être juré dans le même ordre d'idée que celui de la masse monétaire par rapport aux recettes fiscales, qui doit être inférieur à 35%. Et si on veut respecter ce pacte de stabilité, il faut également respecter le pacte de stabilité monétaire. Il ne faut pas que notre endettement dépasse ou atteigne 70% du PIB. Donc, ce qui nous inquiète, c'est que si nous évoluons trop rapidement vers ce plafond, nous risquons de rentrer dans une autre négociation. Et cette fois-ci, ce ne sera plus une négociation qui va aboutir sur l'effacement de la dette. Absolument pas. Ce sera une négociation de rééchelonnement, de restructuration de dette, mais dans tous les cas, nous paierons notre dette. Il faut comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà sur une période de 20 ans. C'est-à-dire que notre dette, en termes de viabilité, de soutenabilité, de gestion de liquidité, se projette déjà sur une période de 2015 à 2035. Ce qui veut dire qu'un enfant qui naît aujourd'hui va subir cet endettement jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors, plus nous nous endettons, plus cette période va être rallongée. Vous comprenez? Voilà la problématique réelle. Et il faut très rapidement que nous changions d'option. Et que... Non, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons constaté que l'ensemble de notre endettement qui a été élevé a été investi dans les infrastructures à la fois routières, hôtelières, etc., c'est-à-dire intégralement dans le service. Et nous, nous disons avec économique, nous nous posons la question de savoir si cela est conforme avec l'histoire, la culture de notre pays. Parce que 80% de nos compatriotes travaillent dans le secteur primaire, notamment l'agriculture. Donc, pour nous, si nous voulons très rapidement sortir de la pauvreté, il faut absolument restructurer notre secteur primaire, l'agriculture et le secteur minier. Nous avons constaté aussi avec regret que dans le secteur minier, l'ensemble des concessions sont faites sur des capitaux à 100% ou à majorité étrangère. Il faut très rapidement corriger cette trajectoire. Il faut que les Togolais eux-mêmes mettent leurs propres capitaux dans les exploitations minières. Je donne un exemple simple. Imaginons que le chef de l'État contracte un endettement de 100 milliards en Chine, et que ces 100 milliards sont transformés en subventions quasi-capitales ou quasi-fonds propres pour créer une entreprise qui va produire des engrais, qui va être adossée à notre phosphate. Et que ces 100% de capitaux sont détenus par l'État togolais. Eh bien, c'est beaucoup plus bénéfique pour nous que de laisser ces 100% ou 80% de ce capitaux de cette entreprise, de cette usine, à
des étrangers. Parce que lorsque la production sera faite et que les exportations se feront, nous serons payés ou rémunérés probablement en devises, dollars ou en euros. Mais si 100% de capitaux de cette entreprise sont détenus par les étrangers, eh bien, ils vireront ces devises et ces dollars sur leur propre compte. À l'étranger. À l'étranger. Alors que si c'est le Togo qui détient Ça reste dans les banques togolaises. Peut-être pas directement dans les banques togolaises, mais les fournisseurs, oui, les clients qui achèteront nos engrais vont virer les capitaux sur un compte à Paris en devises qui va renforcer notre compte de stock en devises auprès du Trésor français, donc de la BCEAO, avant que peut-être un virement passe par la BCEAO et arrive sur un compte du Trésor ici, national ici. Donc, Oui, bon. raison pour laquelle nous proposons qu'il y ait un changement de business model également dans le secteur minier. Je suis tout flou là. Parce que le pays, tel que vous expliquez les choses, le pays avance dangereusement. Vous pensez? Non, mais je ne dis pas qu'il avance, je dis dangereusement. Vers l'endettement suprême. Ah, d'accord. Le surendettement. Le surendettement. Ouais. Mais malheureusement, il y a de ces missions des institutions de Bretton Woods qui arrivent dans notre pays. Oui. Et sur les écrans des télés, des radios, on peut les entendre dire que le Togo a fait des avancées en matière de bonne gouvernance. Il y en a qui viennent et qui apprécient tout le temps, au lieu d'attirer l'attention Oui, c'est vrai. des dirigeants du pays pour que les choses commencent par se corriger. Comment cela s'explique qu'au même moment que le même FMI sort un rapport qui dit des vérités évidentes, ce même FMI envoie des missions au Togo et qu'au sortir, qu'on dise que le pays se porte bien, que tout se passe bien. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'il faut comprendre tout simplement qu'il y a un langage diplomatique qui est servi publiquement et un langage de vérité qui se dit dans la chambre entre ces institutions et nos gouvernants. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de venir parler le langage véridique à nos gouvernants. Ils savent pertinemment que ces genres de documents sont relativement complexes à comprendre et qu'il n'y a que les initiés qui peuvent le comprendre. La preuve, dans ce document dont je parle, qui est sorti en avril 2016, ils ont fait une classification. Dans la classification, le Togo fait partie de deux catégories, pays à faible revenu et pays fragile. Au même titre que le Soudan du Sud, par exemple, que le Mali, par exemple, alors que le Togo n'est pas en guerre. Alors pourquoi le Togo, n'étant pas en guerre, fait partie des pays fragiles? Il n'y a que deux options. Soit il y a une crise politique qui ne dit pas son nom, et tout économiste digne de ce nom sait pertinemment que c'est le politique qui détermine l'économique. Tant qu'il n'y aura pas un consensus sur le plan politique, l'économie ne fonctionnera pas à l'optimum. Convenablement. Absolument. Et soit c'est ça, ou bien c'est des difficultés sur le plan économique qui sont annoncées. Mais évidemment, lorsque vous voyez l'ensemble des indicateurs de notre pays, il y a de quoi s'inquiéter. Lorsque vous avez un déficit budgétaire qui est à 14% du PIB, alors que les critères de convergence de l'UEMOA demandent à tous les pays de la zone UEMOA d'avoir un déficit budgétaire inférieur à 3%. À 3%. Oui. Et nous sommes à 14%. Nous sommes à 14% avec le budget 2016. Lorsque vous voyez que nous avons un solde extérieur, c'est-à-dire le solde de transactions courantes, qui est déficitaire de moins 387 milliards, fin 2014 selon les rapports de la Banque de France, alors que nous ne devons pas atteindre ce niveau, lorsque vous avez un solde budgétaire de base qui est en réalité la différence entre les ressources propres du pays avec les appuis budgétaires et les dépenses primaires, les intérêts payés sur la dette et les investissements sur fonds propres, qui est négatif, qui est à moins 6% du PIB, alors que dans les critères de convergence du pacte de stabilité de l'UEMOA, il faut que ce solde budgétaire de base soit supérieur ou égal à zéro. Et lorsque vous avez une balance commerciale du Togo qui est déficitaire à moins 500 milliards, plus de moins 500 milliards, eh bien, vous vous posez des questions. Et puis, avec un taux, tout ça couplé avec un taux de croissance de 5,9 qui est faible. Il ne faut pas se réjouir de 5%
4% de taux de croissance économique. Mais C'est dans faible. la sous-région, c'est 3% selon ce qu'on a pris. Écoutez, tous les pays à zone de l'Afrique subsaharienne ont un taux de croissance faible. Ils ne sortiront jamais de la pauvreté avec ce taux de croissance. Et lorsque vous avez un niveau de PIB qui est faible, comme celui du Togo, 2400 milliards, il vous faut un taux de croissance de 12-15% pour pouvoir permettre aux citoyens normaux de sentir qu'il y a une évolution économique. Donc, lorsque vous voyez tous ces indicateurs, il y a de quoi s'inquiéter. Sylvain, d'abord, s'il te plaît. Oui, moi j'allais dire pourquoi s'interroger. Je pense que le chef de l'État lui-même avait répondu à cette question en disant qu'un petit groupe de personnes s'est accaparé de la richesse du pays. C'est la réponse à cette taux-là que nous... Enfin, moi, je n'étais vraiment pas au courant de cette taux faramineux. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous serait possible de vous exprimer hors du jargon économiste? Parce que c'est compliqué quand vous vous exprimez comme ça avec des taux, des questions, des chiffres. C'est assez compliqué de vous suivre pour nous qui n'avons pas fait l'économie. J'ajoute immédiatement ma petite question. C'est pour vous demander qu'à veille économique, c'est votre structure. Et en tant que technicien économiste, quelle démarche, en tant que citoyen togolais, avez-vous entreprise auprès des autorités du pays par rapport à la situation qu'on décrit? Déjà au courant. Oui. Il y a certaines choses que je n'ai jamais souhaité, enfin je ne souhaite pas parler. Je peux vous dire par exemple que j'ai déjà, personnellement avec des amis, écrit des projets ou coaché des projets, une demi-douzaine de projets que j'ai laissés sur la table des ministres de ce pays. Et j'ai déjà fait des démarches pour rencontrer les ministres et je ne peux pas vous dire les réponses que j'ai eues. Maintenant, indépendamment de ça, lorsque Veille économique a commencé par publier les documents, il n'y a aucun document que nous n'avons publié dans lequel nous n'avons jamais fait de proposition. Par exemple, le premier document que nous avons sorti, nous avons fait une proposition relative à l'endettement intérieur. Nous avons proposé que notre dette intérieure soit payée, soit en trois tranches, en trois options, et nous avons même indiqué le processus, soit par un processus d'utilisation, soit par une remise d'endettement ou de créances à l'envers des entreprises, parce qu'il faut comprendre que certaines entreprises du pays ont travaillé pour l'État. Et l'État leur doit de l'argent. Et l'État ne paie pas. Et où l'État ne paye pas depuis des années. Et ces entreprises sont en grosse difficulté. Ils n'arrivent pas à compétir par rapport aux autres entreprises de la sous-région. Donc pourquoi pas, par exemple, demander à ces entreprises, écoutez, nous savons que nous vous devons de l'argent, nous allons vous permettre d'accéder à un certain nombre de marchés et en contrepartie, nous allons effacer cet endettement-là. Par exemple, c'est une option. Donc nous avons toujours fait des propositions par rapport au niveau des coûts des facteurs qui, à certains niveaux, influent considérablement sur le niveau de pouvoir d'achat des concitoyens. Si je prends par exemple le coût lié à la communication et le coût lié au transport, ça, ce sont des coûts de facteurs. Tant qu'ils ne seront pas à un certain niveau très bas, les Togolais auront des problèmes. Et au jour d'aujourd'hui, les entreprises, petites et moyennes entreprises, sont obligées de faire 100 000 francs de paye, de frais de connexion Internet pour pouvoir avoir l'Internet. Ce qui est trop cher. Excessivement cher. C'est excessivement cher. Donc, le coût de facteurs liés, par exemple, à la communication doit faire l'objet de diminution. Et ça, ce sont des propositions concrètes que nous avons laissées dans nos documents. Donc, nous faisons toujours sans réponse. Bah, alors pourquoi ne pas faire presque une habitude. Dernière question, je ne sais pas, pourquoi ne pas demander l'audience au Premier ministre, au chef de l'État, au ministre des Finances, pour les rencontrer, exposer les choses telles que vous le dites ici. Dans le cadre de notre aide que nous apportons, l'assistance que nous apportons par exemple à nos mamans et à nos grands frères dans les incendies des grands marchés, nous avons conçu un document que nous avons adressé à son excellence le président de la République. Nous avons écrit la dernière fois un courrier au ministre de l'économie et des finances et nous avons sollicité, en tout cas la présidente de la CIMAD a sollicité une audience auprès du ministre de l'économie et des finances. Ça fait plus d'un mois, nous n'avons pas de réponse. Plus d'un an. Plus d'un mois, un mois. Plus d'un mois, oui. Nous n'avons pas encore de réponse. Bon, peut-être ça viendra. Voilà, donc nous sommes ouverts. Si on nous adresse, c'est vrai que ce sont des autorités, vous ne pouvez pas vous lever comme
comme ça, Allez tout voir. de go, et puis envoyer un courrier au président de la République ou au Premier ministre ou au ministre vous dit, écoutez, je veux vous voir. Non, ce serait crime de lèse-majesté. Je crois qu'il faut faire les choses. Dans les normes. Mais au-delà de Mais- tout, mais- nous sommes mais- là par mais- notre mandat. Sylvain, merci. Mesdames, messieurs, Talk Talk de ce vendredi s'achève ainsi. Merci à monsieur Thomas Koumou. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes économiste, vous êtes le président de l'association Veille économique. Merci au confrère Tchanyao Arimiao, le patron de Nouvelle Opinion. Vraiment merci. Merci. Merci à Sylvain Vijarakou, le directeur du site d'information afriquereport.com. Mesdames, messieurs, merci à vous tous. Cette émission sera rediffusée comme d'habitude à 22h30. Portez-vous bien, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et je fais cette précision. Il y a nombreux de téléspectateurs et d'auditeurs qui nous demandent pourquoi nous ne recevons pas des politiciens du parti Unir. Je vous rappelle que nous sommes en train de faire la demande depuis bientôt 2 mois pour avoir un cadre d'Unir dans ce studio. Pour l'instant, on n'a pas encore obtenu de résultats. Et j'espère que la semaine prochaine, on aura enfin un responsable d'Unir ici pour se prononcer sur l'actualité politique. Portez-vous bien et à très bientôt.